que l'on va pouvoir évoquer dans la prochaine table ronde, qui est à la fois un retour d'expérience et puis une vision aussi des améliorations possibles de ce travail de concertation avec les plateformes. Et pour en parler, je vous remercie d'accueillir Régine Breillet, Florence Rodet, Marco Cappucciotti, Xavier Ouin et Didier Pastan. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à vous et bienvenue. Je vous présente nos intervenants. Régine Breillet, ancienne présidente de la plateforme Grand Sud. À ses côtés, Marco Cappucciotti, directeur général de Trenitalia France. Didier Pastan, adjoint au DGA Transport et Aménagement du Territoire pour la région Normandie. À ses côtés, Xavier Ouin, directeur industriel chez SNCF Voyageurs. Et enfin, Florence Rodet, secrétaire générale de l'Alliance 4F. On va commencer avec vous, Didier Pastan, puisque vous avez été cité il y a quelques minutes par François Philizot. Il nous a rappelé qu'évidemment, cette initiative était née sur l'axe Seine. Peut-être juste avoir votre point de vue, à vous, de la création de la plateforme sur votre territoire. Alors, bien évidemment, bonjour à tous déjà. Je ne reprendrai pas les propos de François Philizot que je partage complètement sur la situation de départ qui nous a amenés à rentrer dans ce jeu de mise en place de la plateforme, qui d'ailleurs au départ ne s'appelait pas vraiment plateforme, comme l'a rappelé François Philizot. C'était un constat partagé de la nécessité d'inscrire quelque chose qui permet de coordonner finalement les approches en matière de ferroviaire et repris donc dans le CPIER, qui était une particularité. Alors, côté Normandie, évidemment, le constat était celui de la tension sur l'usage du réseau ferroviaire, avec la multiplicité des besoins à satisfaire et d'une certaine manière la résolution d'une certaine schizophrénie qu'on a côté région Normandie, parce que évidemment on est AOM, mais on est également très intéressé au développement du fret, et notamment du fait du poids des ports du Havre et du port de Rouen. Et je crois qu'il y a Antoine Berbin dans la salle, que je salue, d'Aropa, qui était une grosse préoccupation de la région également. On a cité Serqueux-Gisors, on aurait pu citer Port 2000, etc., dans lequel la région a également apporté beaucoup de financement. Donc on était quand même intéressé à deux titres sur ce sujet-là. Sur la mise en place de la plateforme, alors peut-être je vais tâcher d'apporter quelques points complémentaires par rapport à ce qu'a pu apporter François Philizot. Bien évidemment, on n'a pas commencé par se dire tiens, on va faire un PER, on va faire un PE. On n'est pas rentré exactement par ces concepts-là. On a eu une démarche tout à fait pragmatique dans laquelle, en fait, il a fallu impliquer la direction territoriale, à l'époque des RFF et après des SNCF Réseau, avec le soutien évidemment de la direction générale de SNCF Réseau, pour travailler alors de manière concrète, par exemple, autour de la notion de pilote d'axe. Il n'existait pas chez SNCF Réseau cette fonction de pilote d'axe, alors qui a évolué depuis. Juste attention, Didier Pastan, attention à votre micro. Quand vous me regardez, en fait, il faudrait que le micro suive votre bouche pour que tout le monde ait le même niveau sonore. Voilà, sinon, on perd un petit peu d'informations. Un autre exemple de schizophrénie. Et donc, de pilote d'axe qui a permis également de faire avancer les choses. C'est-à-dire, et là je reprends ce que Mme Masclet a dit juste avant, c'est la nécessité également que côté structure même du gestionnaire d'infrastructure, les choses évoluent. Et je suis témoin qu'elles ont évolué tout à fait positivement dans l'exemple de la plateforme Axe Seine. Bien évidemment, il a fallu aussi instaurer un travail. Alors je rebondis également sur la présentation qui a été faite avant. Entre le cahier des hypothèses et puis le tracé des graphicages, des graphiques d'occupation de voies, etc., il y a tout un travail technique qui n'est pas négligeable et au cours duquel il faut entretenir le dialogue avec les parties prenantes que l'on a autour de la table. Et ça a été aussi une vertu de l'Axe Seine d'arriver à entretenir ce dialogue et qui continue aujourd'hui. J'ai croisé Mitran Koupa, par exemple, qui fait ce travail actuellement aux côtés Axe Seine, qui continue ce travail côté Axe Seine, et qui est indispensable parce qu'il a fallu réussir à comprendre les logiques des uns et des autres et éventuellement revenir aussi dans un processus itératif sur les hypothèses que l'on pouvait faire. Alors ça s'est fait avec ça s'appelait pas PER, ça s'appelait
haute performance Paris-Normandie, haute performance Axe-Seine. Tout ça a débouché finalement sur ce concept de PER. Et puis également, au moins dans une première version, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur les cartes, sur le plan d'exploitation émergent. Voilà, un PEE. Voilà. PE. Voilà, qui n'est pas encore complet. Alors si, qui est maintenant désormais stabilisé. On reviendra peut-être sur la façon dont les choses se sont opérées pour arriver à ce PE. Mais avant cela, je voudrais qu'on passe la parole à Régine Breillet. Vous avez été, Régine Breillet, la présidente de la plateforme Grand Sud de 2021 à 2024. Ça a été une des premières plateformes également mises en œuvre. Moi, la question, elle est tout simple, puisqu'on est en train de parler depuis le début d'instances de concertation. À l'instant, Didier Pastan disait qu'il faut entretenir le dialogue entre les parties prenantes. C'est quoi le rôle d'une présidente de plateforme ? Voilà, alors la plateforme Grand Sud, on l'a vu tout à l'heure à l'écran, elle va de la sortie de Bordeaux jusqu'à Vintimille. Donc c'est un grand territoire. Et donc autour de la table aussi de façon très concrète, qui on va avoir, mais on va avoir les 3 régions qui sont autorités organisatrices des mobilités. On va avoir la DGITM qui a la même casquette pour les TET. On va avoir les DREAL, on va avoir les directions territoriales de SNCF Réseau. Alors qu'est-ce que fait le président de plateforme ? Moi j'ai commencé par ce qu'il ne fait pas. Il ne dirige pas les études, il ne décide pas, il n'arbitre pas en fait. Son rôle, c'est un rôle de tiers de confiance. Il rend possible le dialogue, mais il n'est pas ni décideur, ni en charge de l'arbitrage. Alors moi, j'ai le décliné avec 3 termes qui sont complétude, transparence et confiance. La complétude, c'est il garantit quelque part qu'on va avoir vraiment fait le tour de la question et que par ailleurs, dans les documents qui seront publiés, tous les points importants qui ont servi à déboucher sur le schéma qui est là sont bien retranscrits de la façon dont les acteurs l'ont vu. La transparence, ça renvoie pas seulement au fait que le processus, effectivement, il soit transparent à l'égard des acteurs, mais aussi à ce dont parlait le préfet Philizot, c'est-à-dire la complexité. Parce que dans la complexité, il y a celle qui est inhérente au système technique complexe, il y a aussi celle qui est entretenue par l'usage de vocabulaire, etc., et qui font qu'une partie des acteurs, notamment ceux qui sont un peu plus périphériques, mais qui seront amenés à décider, comme par exemple les DREAL, les préfets, éventuellement certains élus, sur des investissements ferroviaires, eh bien, la même compréhension, en fait, de ce qui fait problème et des solutions et des voies possibles. La confiance. Alors, la confiance, il faut voir qu'en 2021, quand on s'est mis tous autour de la table, aucun acteur n'avait réellement la vision, une vision très claire, de où on allait et comment on y allait. C'est-à-dire que c'était à la fois le point d'arrivée n'était pas très, très clair, mais la méthode pour y arriver, elle l'était encore moins. Donc il faut de la confiance les uns dans les autres pour s'embarquer, consacrer du temps à ça. Et après, la confiance est nécessaire à 2 moments, c'est-à-dire que pour construire des compromis, un compromis, c'est quand même quelque chose où les parties au compromis vont toutes perdre quelque chose, ils vont gagner quelque chose, mais ils vont perdre quelque chose. Et à chaque fois, c'est forcément des choses importantes. Sinon, c'est qu'on ne perd pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut à la fois, quand on pose ces hypothèses, accepter de les poser d'une façon où ça donne prise au dialogue avec les autres, parce que si on dit « je veux ça, rien que ça et tout ça », le dialogue, il est un peu compliqué derrière. Et puis, l'autre moment où la confiance est importante, c'est lorsqu'on fait des propositions techniques en disant « ah oui, mais si on changeait ça, si on changeait ça sur le processus travaux ». Donc derrière, ces hypothèses, ces pistes, elles sont transmises à la maison SNCF Réseau, qui est une maison vaste, donc avec des rouages qui sont vus de l'extérieur pas forcément très simples. Et derrière, il faut que quand la réponse arrive, qui n'est pas toujours oui bien sûr, mais qui peut être oui si, non pour l'instant, mais demain peut-être ce sera possible, etc. Il faut avoir confiance dans le fait que cette solution, cette réponse, elle est honnête et c'est la meilleure possible. Voilà. Et donc ça, le rôle du président, c'est d'assurer effectivement ces 3 points. Donc complétude, transparence et confiance. Voilà, rôle de tiers de confiance, dites-vous. Comment ça se déroule très concrètement des réunions de concertation ? Parce que alors on en parle, voilà, tout le monde dialogue. C'est pas une réunion de discussion, c'est ce que disait Mathieu Chabanel en ouvert tout à l'heure. Ça se passe concrètement comment ? Alors les grandes lignes théoriques, elles ont été présentées tout à l'heure. On commence par mettre sur la table les hypothèses, ensuite on les processe, on regarde le résultat. Alors il y a un certain nombre de boucles de rétroaction, parce que
on peut y revenir, on peut compléter les hypothèses. Hein, ce n'est pas aussi linéaire que ça a été expliqué ici. Alors, dans le cas de Grand Sud, la première chose, c'est que devant, je dirais, la taille du territoire, on était amené à diviser en 3 territoires, qui n'étaient pas purement régionaux d'ailleurs. Hein. On est allé de Bordeaux à Narbonne, de Perpignan à Narbonne, puis Marseille, et puis de Marseille à Vintimille. Donc on a divisé, donc c'est des réunions, donc c'est d'abord des réunions avec tous les acteurs. Chacun met sur la table, explique ses hypothèses. Ensuite, SNCF Réseau explique quelle est la meilleure trame qu'il peut faire. Ensuite, chacun réagit à ça. Après, ça se complète alors avec d'abord des bilatérales, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où tel ou tel acteur a besoin de pouvoir échanger de façon particulière avec SNCF Réseau, parce qu'il y a des choses qu'il veut dire, mais il n'a pas forcément précisément la confiance pour le dire d'emblée dans le groupe Total. Et puis après, il peut y avoir des réunions thématiques. Donc il y en a une qui est propre à toutes les plateformes, c'est des réunions sur le fret. Et dans le cas de la plateforme Grand Sud, c'était des réunions interplateformes. Hein, on travaillait avec 2 autres plateformes. Et puis, ça peut être des réunions qui sont propres à une problématique particulière. Par exemple, lorsqu'il y a eu des projets nouveaux sur les trains d'équipe du territoire, de pouvoir, à plusieurs plateformes et avec les acteurs concernés, donc c'est à la fois thématique et bilatéral, voir un peu les conséquences que ça pouvait avoir. Voilà, et puis on verra tout à l'heure, on développera aussi un sujet. Il y a des groupes de travail de temps en temps qui peuvent se monter sur des situations particulières. On ne va pas forcément revenir sur les enjeux des PE et des PER, puisque Estelle Masclet les a évoqués tout à l'heure. Peut-être juste rebondir à ce que vous disiez il y a quelques instants, dans votre rôle de présidente autour de la confiance et de la transparence. Est-ce que les parties prenantes ont justement conscience de ce que représentent ces PE et ces PER au moment où ils rentrent dans ces réunions de concertation ? Comment vous travaillez à les initier aussi à la compréhension de ce que vont être ces éléments-là ? Je pense que si on a commencé par les PER, je pense que c'est par hasard. C'est parce que c'est plus facile. Si vous voulez, sur un PER, on est à 5 ans. Les hypothèses qu'on fait sont quand même assez fiables. Et donc, tout le monde voit bien que l'enjeu, c'est de construire une grille horaire où un maximum des demandes vont pouvoir être satisfaites. Et je pense que c'est assez facile de visualiser l'enjeu. Hein, donc les parties. Ce qui est plus difficile, c'est la capacité à montrer son jeu et à accepter ce qui me surprend, parce que j'ai beaucoup posé de questions au départ sur l'arbitrage. En fait, il y en a eu très peu où 2 parties étaient sur des positions antagonistes et où il a fallu remonter au niveau national. En tout cas, la plateforme Grand Sud, ça n'a pas existé. Et donc, en fait, le moment compliqué, c'est le moment où chacun dit... Bon, là, c'est pas parfait, mais je peux jouer avec. Voilà. Et je sais pas. Ça se fait au fur et à mesure. La confiance, je pense, amène la confiance. Sur les PE, c'est plus difficile parce qu'on est à un horizon où, en fait, les hypothèses qu'on peut faire, même les meilleures hypothèses, elles ont un degré d'incertitude très grand et on ne peut pas forcément travailler de la même façon à essayer de faire... des grilles qui ont des chances d'être les vraies grilles qui seront mises en œuvre. Et donc, on va plutôt essayer de dégager les marges de manœuvre et les conditions dans lesquelles ces marges de manœuvre pourront être mobilisées par les acteurs. Et ça veut dire, par exemple, quand on a, c'est le cas sur Grand Sud, beaucoup de grands projets, c'est prendre une configuration intermédiaire et se dire, finalement, est-ce que on sera capable ou pas de répondre aux ambitions qu'on a affichées, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque part une maille qui manque, hein, c'est-à-dire des fois c'est tout bête, mais un aménagement en gare qui va manquer, des centres de maintenance qui sont mal placés et dont les circulations techniques vont venir en fait embêter tout le monde, enfin des choses comme ça. Et quand il n'y a pas de grands travaux, ça peut être de se dire, mais finalement si je change la façon d'aborder, de traiter la question, est-ce que ça m'ouvre des horizons nouveaux ou est-ce que finalement c'est plus mauvais que ce qu'on peut imaginer là ? Alors, avant de voir la vision des opérateurs, qu'ils soient voyageurs ou qu'ils soient fret, Didier Pastan, un mot sur là où vous en êtes aujourd'hui sur l'axe Seine. Le PER, donc pour 2027 ou 2028, c'est bon. Vous en êtes tous sur le PEE. Oui, c'est bon à la réserve d'Éole près quand même, qui est dans le paysage. Mais enfin, oui, le PE, c'est un sujet intéressant. Je rebondis effectivement sur ce qui vient d'être dit précédemment.
Je pense qu'on change un peu de nature entre le PER et le PE, en fait. Hein. Là, ça, il semble qu'on parle de la même chose, mais ce n'est pas réellement le cas. Parce que finalement, au niveau du PE, il y a l'enjeu des infrastructures qui revient, qui n'existe pas dans le PER. Parce qu'à l'échelle du temps ferroviaire, pour l'image classique, 5 ans, c'est trop court pour faire des projets. Et ça nous pose un problème. Alors au niveau du voyageur, on a parlé des Serm. Le développement des Serm, c'est quelque chose qui est apparu un peu dans le paysage, même si on y avait travaillé au niveau des régions avant que ça s'appelle un Serm. Hein, mais enfin, on y avait travaillé avec les directions territoriales d'ailleurs. Et donc là, on a ce sujet à prendre en compte, hein, et qui lui aussi s'inscrit dans le temps et s'inscrit aussi dans le temps long, c'est-à-dire à 10 ans au minimum, peut-être à 15 ans, peut-être à 20 ans, suivant ce qu'on peut imaginer. Donc, un premier sujet. Le sujet ouverture à la concurrence. Alors, l'ouverture à la concurrence, l'enseignement que j'en tire, c'est que les opérateurs sont intéressés dès lors qu'ils ont des perspectives de développement de trafic. Et donc, quand vous rentrez en disant la seule perspective, c'est d'optimiser l'existant, ça ne les motive pas trop. Donc, on a à l'échelle des PE cet enjeu-là qui est important. On a aussi un autre enjeu au niveau du transport de voyageurs, c'est celui de l'attente des usagers. La FNOT, en l'occurrence, j'ai vu que M. Delétraz était là. Les adhérents de la FNOT sont des gens très, très qualifiés et ils nous challengent beaucoup sur la mise en place d'un cadencement généralisé. Alors, pas à la demi-heure pour les régions, mais c'est des fois à l'heure, des fois à 2 heures. Et ça n'est pas exactement la façon dont on raisonnait jusqu'à présent de la construction des plans de transport. Et puis, côté fret, les choses évoluent aussi. Il existe maintenant dans les régions des schémas logistiques qui posent la question du ferroviaire, mais qui posent aussi la question des autres modes. Et donc, quelque part, de l'équilibre qu'il peut y avoir entre les autres modes. Alors, évidemment, pour la Normandie, je le vois particulièrement, il y a la Seine. Qu'est-ce qui passe sur le fleuve? Qu'est-ce qui passe sur les voies ferrées? Qu'est-ce qui passe sur la route? Et les trois facteurs interagissent. Et c'est un facteur de complexité, évidemment, qu'on n'a pas abordé dans le PER, mais qui, pour le PE, prend tout son sens. D'accord. Ça veut dire qu'on peut quand même achever un PE ou que c'est complexe d'achever un plan émergent? Alors, je suis très dubitatif sur la logique de achever quelque chose, comme l'a rappelé Mme Masclet et Mme Pujol. Pardon, excusez-moi. Les choses évoluent. Les choses évoluent, notamment quand on s'intéresse au transport de marchandises. Hein, les stratégies des chargeurs évoluent rapidement et là-dessus, il faut que les moyens puissent suivre. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on puisse effectivement... autant à PER, on peut, j'allais dire, un peu le figer dans le marbre quand même à un moment donné, puisqu'il anticipe ce qui va être fait au niveau des demandes sillons et de l'application donc du document de référence réseau. Mais pour le fret, c'est plus compliqué. Voilà. Xavier Ouin, directeur industriel de SNCF Voyageurs. On voit donc ces concertations sur des horizons temporels différents. Quel est votre regard, vous, sur ces sujets-là ? De tout temps, ça a été très compliqué de répartir la capacité, même quand il y avait beaucoup moins d'acteurs, entre le fret, la longue distance, les trafics régionaux, les travaux, le transilien. Et c'est sûr que le processus n'a pu que se complexifier au fur et à mesure où il y a eu davantage d'acteurs. Donc de ce point de vue-là, notre position, c'est que c'est vraiment une bonne initiative que d'avoir créé ces plateformes. Donc merci à tous ceux qui les ont initiés, qui les ont portés. Pour nous, il y a vraiment 2 horizons de temps différents. Hein, les plans d'exploitation d'émergence, pour nous, c'est vraiment, comme ça a été dit, pour le dimensionnement des investissements. Hein, est-ce qu'il faut prévoir, je sais pas, plus de voies, désaturer des nœuds? Est-ce qu'il faut faire des sauts de moutons et que sais-je? Et les plans d'exploitation de référence, à l'inverse, on commence à avoir une idée un peu plus précise des trams horaires, des trams à 2 heures. Mais on a beaucoup parlé du fret qui avait besoin de souplesse et d'agilité, y compris en ayant des sillons de dernière minute. Alors nous, SNCF Voyageurs, on est présent dans la plateforme, non pas dans les plateformes régionales, mais dans la plateforme nationale SLO, Service Librement Organisé. Et le SLO a besoin aussi d'adaptabilité, hein, comme ça a été dit à la fois par Floriane Torchin ou même Estelle Masclet.
Pour nous, ce qui est important pour le SLO, c'est quand même le time to market. On sait que les comportements de nos clients changent. Il y a des évolutions. On ne peut pas tout prévoir à 5 ans et donc on a besoin de cette souplesse. Justement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour à la fois permettre de planifier tout en permettant cette flexibilité qui vous est nécessaire pour être time to market? La clé, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est l'itération, c'est la concertation, donc c'est ce qui se passe sur ces plateformes. Et il ne suffit pas de dire qu'on va maximiser l'utilisation du réseau pour que tout le monde y trouve son compte. Clairement, nous, on était un peu inquiet d'une logique d'offres à un moment qui se dessinait, où on allait nous dire voilà tous les sillons, on a fait notre mieux pour qu'il y ait un maximum de sillons, et puis vous avez bien trouvé votre bonheur là-dedans. En fait, nous on est convaincus que ça n'est pas comme cela que ça marche, c'est vraiment l'itération. Nous on exprime des besoins issus de nos études de marché auprès de nos voyageurs, et puis ensuite les itérations successives permettent d'avoir les bonnes solutions. Marco Cappucciotti, vous êtes, je le rappelle, le directeur général de Trenitalia, donc vous qui opérez à la fois en Italie et désormais en France. Quel regard vous portez sur les ambitions que portent ces plateformes? Tout d'abord, merci à SNCF Réseau et à la DGTM pour l'organisation de cet événement. Je pense qu'il est très important de mettre ensemble tous les opérateurs des systèmes ferroviaires. Notre expérience sur le concept de la concertation et de l'écoute des entreprises est très positive. Et donc, le concept qui est à la base de l'EPR et l'EPA est l'écoute de tous les opérateurs. Et donc, notre expérience est positive. Quelques petits exemples. Trenitalia France a commencé les services ferroviaires en France depuis décembre 2021. Et aujourd'hui, notre offre est limitée à 5 allers-retours par Lyon, mais pour 7 ans, nous avons prévu un large plan d'augmentation de notre offre. Et cette nouvelle offre a été possible grâce à l'activité de concertation avec SNCF Réseau et Gare et Connexion. Donc, l'écoute des entreprises ferroviaires est la base de toute l'activité. Et quelque chose à améliorer ou à développer à notre avis. Les premières choses est la nécessité de pousser encore sur la simplification, parce que les acteurs qui sont intéressés sont beaucoup. Par exemple, SNCF Réseau est l'acteur principal pour les sillons, pour l'accès en ligne, mais pour l'accès en gare et pour toutes les autres activités en gare, c'est aussi Gare et Connexion. Et donc, plusieurs interlocuteurs doivent être abordés. Et la deuxième chose de notre expérience est un point qui est connecté à la vision, à une vision plus générale. Et comme a dit M. Smith de la Digimove, le système ferroviaire est un système ferroviaire européen. Et donc, c'est la nécessité d'une intégration des méthodologies des gestionnaires d'infrastructures européennes qui aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Et je pense que l'expérience de l'EPE et de l'EPR de SNCF Réseau peut être une bonne pratique, une best practice pour porter en Europe, parce qu'un espace ferroviaire unique est fait avec les mêmes méthodologies des gestionnaires de l'infrastructure. D'accord, c'est donc une reconnaissance de ce qui a été mis en œuvre en France et qui pourrait faire bonne école du côté du territoire européen. Florence Rodet, vous êtes la secrétaire générale de l'Alliance 4F. Donc aujourd'hui, vous représentez la filière fret, à la fois les entreprises ferroviaires et les associations professionnelles du secteur. Quel retour, vous et ceux qui font partie de 4F, font de ces PSI?
Très bien. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier l'initiative prise par l'État puis par SNCF Réseau d'organiser un peu ce temps d'échange et de partager un peu la vision de toute la somme de travail qui a été accomplie et qui est absolument dantesque. Et je souhaitais le souligner depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Merci à eux. Et effectivement, du point de vue de l'Alliance 4F, on a beaucoup parlé de fret ferroviaire ce matin. Ce n'était pas forcément toujours le cas dans tous les colloques par le passé. On voit que le sujet s'est réinvité complètement dans les débats, les grands débats du ferroviaire et les grands sujets du ferroviaire. Et j'ai tendance à dire, il était temps, parce que comme l'a souligné Christian Schmitt tout à l'heure, on ne peut pas se permettre le luxe en France d'être le maillon faible en fait de l'Europe ferroviaire au niveau du fret. Donc on est en train de revenir sur 40 années en fait et d'essayer de reconstruire et de reposer les bases après une quarantaine d'années de désinvestissement sur le sujet. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que c'est un retour du fret dans l'actualité. Et évidemment, sur la démarche des plateformes, l'Alliance 4F, en fait, souligne le caractère complètement innovant de cette démarche. Innovant d'abord en termes de concertation. Et ça, il faut le souligner, et à tous les niveaux, que ce soit les plateformes au niveau régional ou la plateforme nationale fret, avec une très grande écoute de l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est innovant aussi parce que ça permet de passer d'une vision qui était plutôt annuelle jusqu'à maintenant à une vision qui est pluriannuelle. 5 ans pour les PER et puis bien au-delà pour les PEE. Et je partage monsieur qui pose des questions qui sont un peu de nature différente et qui viennent interpeller la question de la politique d'investissement à long terme sur le ferroviaire. Donc vraiment avec une volonté de prise en compte du fret ferroviaire qui n'existait pas à ce niveau jusque-là. Donc c'est une démarche que nous saluons complètement. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour autant que le travail est terminé. Et tout n'est pas encore réglé. Exactement. Et il reste beaucoup de choses à faire encore et beaucoup de travail à accomplir pour passer, de la vision un peu stratégique, de la méthode de travail qui a été posée, de ce qui est présenté finalement au travers de ce qui peut défiler derrière dans notre dos là, à la réalité opérationnelle de tout cela et à la mise en œuvre. Et c'est sur cela aujourd'hui que nous, au sein de l'Alliance 4F, nous sommes concentrés. C'est-à-dire comment on arrive à traduire de manière opérationnelle et à délivrer la promesse qui est faite par ces plateformes. Concrètement, vous attendez quoi? Alors, plus de finesse encore plusieurs choses. On l'a évoqué. Il y a quand même une difficulté à modéliser les particularités du fret ferroviaire. Parce qu'on est sur des trajets long parcours. Effectivement, on a des trains, par exemple, qui arrivent du nord de l'Europe, qui vont en Espagne. On doit faire traverser la France aussi, du nord au sud, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des particularités géographiques qui font qu'on a besoin d'outiller une vision du fret ferroviaire de manière un peu différente. Ce qu'on attend de la manière la plus rapide qui soit maintenant, et ça a été évoqué, c'est la fameuse tram 24 heures, qui permet de se projeter avec une vision sur une journée complète des circulations. Sur le fret ferroviaire, c'est important évidemment sur le voyageur, mais c'est encore beaucoup plus important sur le fret ferroviaire. Et évidemment, il faut que ces trams 24 heures intègrent aussi les plages travaux, parce qu'on en a parlé. On ne modernise pas un réseau, on ne le régénère pas sans travaux. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des contraintes qu'il faut être en capacité d'intégrer. Donc ça, c'est un outil qui est absolument capital, cette articulation géographique. Et sur le fret ferroviaire, elle a encore plus d'importance. Il y a un sujet aussi, on a un besoin d'articulation aussi avec les sujets voyageurs. On l'a évoqué de manière plus ou moins directe et parfois en creux depuis ce matin. Donc il y a de nombreux projets, et c'est tant mieux, qui concernent les voyageurs. Nous avons parlé des SERM, et du coup va y avoir des contraintes capacitaires importantes qu'il va falloir appréhender, qu'il va falloir gérer.
Il y a des travaux également. On a parlé du POLT, du Paris-Orléans, Limoges, Toulouse. Il y a aussi des nœuds ferroviaires qui posent vraiment problème. On y a fait un peu référence, mais sur le fret, évidemment, l'Île-de-France est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trains de fret qui viennent du nord ou qui viennent de l'ouest d'Aropa, en fait, ont des difficultés très importantes à pouvoir circuler en Île-de-France, et plus particulièrement aux heures de pointe. Et autant nous avons une bonne écoute, et ici Michel Neugnot est présent, et je le dis, une bonne écoute de la plupart des autorités organisatrices, mais sur l'Île-de-France, il n'y a sans doute pas une prise en compte au bon niveau de la dimension fret ferroviaire, et celle-ci, il faut vraiment continuer à la travailler. Et puis sur les travaux, Sébastien tout à l'heure de SNCF Réseau y a fait référence. Quelquefois, il y a des coûts supplémentaires qui sont générés si on veut à la fois faire passer les voyageurs et faire passer les trains de fret. 4 millions d'euros la demi-heure, disait-il tout à l'heure. Voilà, 4 ou 8 millions, je ne sais plus, donc ça coûte cher tout ça. Et on a vraiment besoin de reconduire ce qui figurait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une enveloppe travaux pour permettre de concilier en fait l'activité fret et l'activité voyageur sur le réseau. Donc c'est un sujet qui est posé sur la table, l'État le connaît très bien, SNCF Réseau aussi, les parlementaires également, et on nourrit beaucoup d'espoir que dans le prochain contrat de plan État-région, le contrat de performance, ce sujet puisse figurer et puisse permettre d'avoir une vision un peu stabilisée de l'enjeu autour des travaux. On dira un mot sur l'articulation fret voyageurs dans quelques minutes, mais peut-être rebond de Xavier Ouin autour de cette articulation, la concertation, c'est au cœur des plateformes, je pense qu'on l'a dit. De votre point de vue d'opérateur voyageur, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Déjà, la coordination entre les plateformes nationales voyageurs, à laquelle nous participons, la plateforme SLO, et les plateformes territoriales auxquelles nous ne participons pas. Là, je pense qu'il y a des choses à améliorer parce que au niveau territorial, il y a des sujets clés comme les nœuds ferroviaires qui forcément impactent les grands parcours. C'est valable aussi pour fret, mais vous êtes présente dans les plateformes territoriales. Il y a également toute la question des correspondances entre les services de grande distance SLO avec les dessertes territoriales. Ce qui est important aussi pour cette concertation, c'est qu'au-delà de ces échanges dans les plateformes, qu'on ait bien des échanges aussi en bilatéral, parce que quand on parle avec SNCF Réseau ou l'État, n'a pas toujours envie que nos amis de Trenitalia écoutent, et réciproquement, on a des choses à se dire entre nous, d'où votre rôle de tiers de confiance. Et puis, sur certains sujets précis, c'est utile à l'inverse qu'on soit vraiment tous autour de la table, parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver la meilleure solution pour tout le monde. Et cette concertation, il faut vraiment qu'elle soit effective, que ce ne soit pas juste présentation des propositions, chacun fait ses réactions et puis on fait comme avant. Ce qui est important, c'est que lors de ces séances, les questions posées soient tracées pour qu'on ait la garantie que derrière, il y aura bien des réponses ou des solutions qui soient apportées. Florence Rodet, vous vouliez réagir ? Je vous ai vu me regarder, donc j'ai senti que peut-être il y avait une réaction. Non, je partage complètement ce qui a été dit. Okay. Je reviens, Régine Breillet, je reviens sur le groupe de travail, parce que là, Xavier Ouin disait il y a des réunions où il faudrait que tout le monde soit là, puis d'autres peut-être un petit peu moins là. Voilà, qu'on puisse aussi de temps en temps conserver des réunions plus sereines et plus confidentielles. Merci Xavier de me trouver le terme. Vous avez évoqué un groupe de travail qui avait été monté, c'était au moment de la préparation du PER de Bordeaux-Toulouse. Comment ça a fonctionné ? C'était quoi l'objectif ? En fait, ce groupe de travail, il est né d'une conviction que je partageais avec le pilote SNCF Réseau de la plateforme Grand Sud, Antoine Latouche, c'est savoir qu'au moment du PER, à l'horizon du PER, on avait des travaux importants sur les accès ferroviaires Sud-Bordeaux et Nord-Toulouse. Et donc, on a une double conviction. La première, c'est que si on rajoute à un trafic qui est déjà dense et qui veut se développer des travaux de cette ampleur, il est extrêmement probable qu'il y ait des problèmes et que ça ne passe pas tout seul. Et la deuxième conviction, c'est que c'était difficile de le résoudre sans associer l'équipe en charge du projet.
D'où le groupe de travail. Et donc, c'est un des apports éventuels des présidents de plateforme, c'est d'aider à sortir un peu du cadre qui est fixé, donc en associant des partenaires qui, a priori, ne sont pas dans le cercle. Et dans ce groupe de travail, il y a 2 moments importants. Le premier, c'est le diagnostic. Parce qu'en fait, le diagnostic, pour le faire très court, c'était il n'y a plus rien qui passe. Toute la grille est déconstruite parce que on ne peut pas continuer avec compte tenu du niveau de ralentissement prévu, les TGV, ça ne va pas le faire. Et si les TGV, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas non plus pour les correspondances. Et puis, comme on a des travaux de nuit, c'est un peu plus compliqué pour le fret et pour les trains de nuit. Donc, du coup, ça, c'est un moment important parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes, mais pas forcément de cette ampleur. Et du coup, il y a un moment de sidération, en fait, qui est partagé par tout le monde, à se dire, non, mais il y a sûrement quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et donc, il y a tout un process important dans le groupe, c'est que tout le monde s'assure que chacun a vraiment dit son dernier mot et qu'avec son dernier mot, effectivement, ça ne marche pas. Et après, il faut sortir du cadre. Et donc, dans ceux qui sortent du cadre, il y a d'une part SNCF Réseau, parce que la solution au problème n'est pas forcément sur le territoire de la plateforme. Ça peut être en dehors, ça peut être... en l'espèce à Montparnasse et pas à Bordeaux que va jouer la solution. Donc ça, c'est un moment important aussi. Et un autre moment important, on va le dire, et ce qu'apporte vraiment ce groupe, on le voit sur les trains de nuit. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en même temps qu'on fait les travaux entre Bordeaux et Toulouse, on fait aussi des travaux sur l'axe Polt. Et donc, en fait, les trains de nuit, la nuit, ils ne passent pas ni d'un côté ni de l'autre. Et le fait d'avoir ce recul... ça fait qu'une fois qu'on s'est bien convaincu que c'était comme ça que ça allait se passer, il y a une possibilité pour la MAOT avec son opérateur de pouvoir envisager des solutions et des circulations différentes. Et on voit bien que si on découvre ça la veille du jour où il faut il faut mettre en place la grille, on n'y arrivera pas parce que le délai sera trop court et l'effet de sidération et de colère va jouer. Et les acteurs ne pourront pas trouver de solution. Voilà. Et ce groupe, il a été pérennisé, mais il a migré. Il est passé, en fait, de la plateforme à l'opération GPSO, au projet GPSO, parce que, de fait, pour que tout ça marche, il faut que ce que le projet s'est engagé à faire, il le fasse vraiment. Voilà. Merci. Les PER vont évoluer, ce qu'Elmas Clé disait tout à l'heure, avec l'enrichissement notamment de développer la concertation travaux. Marco Capocciuti, la planification des travaux donc, va rentrer dans la concertation des plateformes. En quoi est-ce que c'est essentiel pour vous ? Oui, les mots-clés pour la programmation des travaux sont les mêmes. Intégration, simplification, concertation. Parce que l'écoute de l'entreprise ferroviaire est très importante et je pense que ces méthodes sont les méthodes pour pouvoir d'aborder la question. Et in une optique internationale, c'est très important aussi la coordination des travaux entre les différents gestionnaires d'infrastructures, et en particulier pour les lignes internationales. Et c'est un autre sujet très important pour le futur qui est connecté à le développement des systèmes RTMS, qui est très, très important pour augmenter la potentialité des lignes, pour la réduction des coûts, mais sont nécessaires des travaux qui sont différents dans les travaux sur les voies, où et nous portons notre expérience en Italie, il est nécessaire aussi une phase de mise à point après les travaux. Donc, une phase avec une circulation réduite parce que le système software, il n'est pas facile de faire la mise à point. Donc, la concertation aussi sur ces sujets, je pense qu'est très importante. Xavier Oin, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je tiens à le dire, il faut vraiment faire des travaux sur le réseau. Pour nous, SNCF Voyageurs, c'est un sujet d'inquiétude.
Ça ne sert à rien d'acheter des TGVM ou ça ne sert à rien que les régions achètent des matériels neufs si on a un réseau qui continue de vieillir, sur lesquels on est obligé de mettre des ralentissements ou sur lesquels il se passe plein d'aléas. Donc, il faut absolument faire des travaux et on soutient tout à fait SNCF Réseau là-dedans. Ensuite, alors, il faut effectivement parler de ces travaux dans les plateformes, nationales ou régionales, ça c'est une évidence. Avoir un éclairage pluriannuel, ça c'est important parce que lorsqu'on s'apprête à lancer une nouvelle desserte, vaut mieux qu'on sache si cette nouvelle desserte doit s'arrêter 2 mois après parce qu'il y a des travaux. On a parlé tout à l'heure aussi de cadrage pluriannuel des capacités. Ça peut paraître séduisant parce qu'on se dit s'il y a un cadrage pluriannuel, il y a une bonne visibilité. Notre crainte, ce serait que ce cadrage pluriannuel définisse une enveloppe peut-être un peu trop large de capacités réservées aux travaux et pas strictement nécessaire aux besoins. Donc voilà, petit point de vigilance là-dessus. Et puis, les travaux, on sait que l'une des difficultés aussi, c'est que c'est de bien les coordonner par axe, de bout en bout, pour, surtout sur les trafics de longue distance. Un mot, Marco Capocciuti, parce qu'on est en train de parler, certes, des plateformes, mais on parle, le titre générique du colloque, c'est optimiser l'usage du réseau ferroviaire. Quels sont les autres facteurs clés, à votre avis, d'un bon développement de cet usage du réseau ? À mon avis, les autres facteurs clés sont les facteurs qui sont connectés en général à les systèmes ferroviaires, comme la nécessité d'espace de voies pour le nettoyage des rames, pour l'entretien des rames, ou les locaux en gare pour l'accueil des voyageurs ou pour l'assistance en général. Donc, ces services complémentaires qui sont très importants pour les systèmes ferroviaires. Et enfin, la question de la simplification technique. Et donc, M. Smith a parlé de l'RTMS et je pense que le développement de l'RTMS est nécessaire pour simplifier la maintenance, pour simplifier l'utilisation des systèmes. Et petit exemple, la rame de Trenitalia qui fait service en France et en Italie, comme la rame de SNCF, a on board 5 différents systèmes de signalement. 5. Et donc, chaque système doit être... il a un coût d'investissement, il a un coût d'entretien, et donc je pense que la simplification connectée à l'RTMS pour le futur est très importante. Florence Rodet, on arrive quasiment au terme de cette table ronde. Un mot peut-être sur l'avenir et où se joue ce bon usage du réseau entre à la fois le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Oui, donc du coup, il y a des enjeux d'articulation. Puis derrière, à un moment donné, ça va probablement, quand on n'arrivera pas au titre de la concertation à se mettre d'accord, ça va poser des enjeux, évidemment, peut-être d'arbitrage et de régulation. Et du coup, dans ce cadre, l'ART a tout son rôle à jouer plein et entier. On espère n'avoir jamais besoin d'y recourir, mais de ce point de vue, il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont intéressants à regarder. Et globalement, on a quand même une architecture globale là, qui a été mise en place, qui part du règlement capacitaire au niveau européen, qui passe par la stratégie nationale, les priorités d'investissement, on n'en a pas parlé, sur lesquelles nous avons travaillé pour essayer de prioriser les sujets qui pouvaient avoir le plus gros effet levier sur le redéveloppement du fret ferroviaire, le régulateur. Enfin, aujourd'hui, on a une architecture globale qui nous permet de réussir. Voilà. Il faut de la constance, il faut de la détermination, il faut inscrire ça dans le temps parce qu'on sait très bien que le temps ferroviaire est un temps long. Du point de vue de l'Alliance 4F, on a confiance dans tous les acteurs, mais la chose qu'on demanderait le plus ardemment, vous l'avez compris, c'est la trame 24 heures. C'est dit et redit et entendu. On va clore avec Didier Pastan qui a ouvert la table ronde. En quelques mots, Didier Pastan, les enseignements de cette mise en œuvre des plateformes. Et je posais la question amélioration, je l'ai posée un petit peu à tout le monde. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Allez, une petite minute 30 pour répondre à tout ça.
Vaste sujet. Tout d'abord, peut-être ce que je retiens, c'est que cette démarche a eu quand même un bon succès, et notamment, je pense qu'il fait son succès, c'est un certain pragmatisme, c'est-à-dire qu'elle s'est construite quand même au fur et à mesure des nécessités, et elle a évolué. Et de ce point de vue-là, je rejoins Régine Breillet, c'est aussi la capacité à sortir du cadre lorsqu'il se pose un problème particulier. Alors il y a un équilibre à trouver quelque part entre le fait, bon, bien français, de vouloir traiter les choses de manière unique de Dunkerque à Marseille, et puis le fait de garder une flexibilité. Là, il y a un équilibre. Ça, c'est ce que je retiens en premier lieu. En second lieu, ce que je retiens, c'est que je trouve que l'expérience des plateformes est intéressante dans l'évolution d'une gouvernance du sujet ferroviaire. Je trouve que c'est un élément. Alors, c'est peut-être pas l'ultime élément. Il y aurait peut-être d'autres éléments qu'il faudrait ajouter dans d'autres cadres. On parlait des financements il n'y a pas si longtemps. Je crois que le ministre l'a réévoqué au début de son intervention. Il y a véritablement une réflexion à avoir au niveau de la gouvernance, et je trouve que c'est un exemple de gouvernance intéressant dont on peut s'inspirer en mettant toutes les parties autour de la table, en fonction évidemment de leurs intérêts. Dernier point que je retiendrai, c'est la position de l'État dans ce système, alors évidemment, et de l'établissement, enfin SNCF Réseau, mais la position de l'État comme stratège quand même de tout cela, ça me paraît nécessaire. Si on veut que ça fonctionne, bien évidemment, il faut le tiers de confiance à travers les présidences des plateformes, mais il faut également quelqu'un qui, à un moment, rappelle la règle et l'objectif commun et l'objectif d'intérêt général et européen. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce retour d'expérience sur le fonctionnement des plateformes. Allez, il est temps d'aller déjeuner, un déjeuner court. On se retrouve ici à 14h. Bon appétit, c'est parti.